Bonjour à tous et à toutes. J'espère que nous avons des participants aujourd'hui. Vous avez eu nombreux. Rapidement, si. Questions déjà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de Zoom. Et bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, on va commencer sur une petite intervention sur le consentement. On en parle beaucoup, RGPD, la vie privée, le consentement. Donc, on va se rendre compte que c'est un sujet qui est un peu trop d'actualité. Donc, on va aussi voir comment ça se passe concrètement en termes de mise en place au niveau technique, mais pourquoi surtout est-ce que ça a un impact sur la partie éthique. Pour ceux qui voudraient prendre des captures d'écran, ne vous inquiétez pas, il y aura une version PDF des slides qui seront distribués par la suite. On parlera donc aujourd'hui avant tout donc de RGPD, donc le fameux règlement. On parlera donc d'éthique, on parlera d'échange de valeurs et donc d'implémentation, donc pour la partie qui est plus technique dans cette discussion. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Coquet, je suis donc consultant chez Mighty Hive et je m'occupe du pôle Analytics et Data au sens plus large du terme depuis un peu plus d'1 an maintenant, mais pour autant, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, donc je commence à avoir un petit peu de bouteille sur le sujet. Juste m'assurer donc que c'est quelque chose qui aujourd'hui aura une couleur, une saveur un peu plus Google, parce que c'est ce que les gens connaissent le plus, mais voilà, vous pouvez allègrement adapter ce que je veux dire aujourd'hui à d'autres technos et à d'autres éditeurs. Hein. Donc, c'est loin d'être voilà, donc une seule approche. Un petit mot sur Mighty Hive pour dire qui on est. Donc, Mighty Hive, on est une agence data et médias donc, qui a été fondée aux États-Unis donc, par les anciens de Yahoo, de Google. Et on a donc principalement donc, deux grosses activités qui sont donc, la partie data, où vraiment donc, on s'occupe de tout ce qui est digital analytics, et donc après machine learning, data science, ingénierie sur cloud. Et on va aussi donc avoir une activité donc de publicitaire où on va faire du planning média, l'achat d'espace, ce genre de choses, hein, donc l'achat publicité. On a des activités donc de consultants en transformation digitale et aussi donc, voilà, en formation et en gouvernance pour que tout le monde puisse travailler ensemble. On parlera donc de trois choses aujourd'hui. On va essayer de découper ça en trois grosses briques. Donc, la première qui est vraiment, on va revoir vraiment ce que c'est que le consentement, pourquoi on a un consentement et comment est-ce qu'il s'applique dans le cadre du RGPD. On parlera aussi après donc d'éthique et d'échange de valeurs. Alors que c'est deux choses qui sont différentes mais complémentaires. Et on va aussi avoir la partie technique, donc qui est plus sur l'implémentation, comment est-ce qu'on va mettre ça en place techniquement, concrètement. Voilà. Alors, on va partir donc encore une fois donc, sur les bases du consentement et du RGPD. Alors, le RGPD, donc un petit tour, c'est quoi? C'est le Règlement général de protection des données, donc qui a été voté en 2016, mais qui est entré en vigueur, on va dire, fin mai 2018. Et on va aussi se rendre compte que c'est avant tout un règlement européen. Ce n'est pas une directive. Hein, donc, c'est un point sur lequel j'aime beaucoup assister. C'est parce que c'est pas parce qu'il y a un règlement européen que les pays membres de l'Union doivent faire n'importe quoi. Euh, donc, c'est vraiment bien comprendre que le RGPD doit être transposé complètement vers le pays membre. D'accord, il ne devrait pas, en tout cas, y avoir d'adaptation, genre un régime spécial pour un pays ou un autre. On parlera de ça un peu après. La base quand même du consentement, c'est de pouvoir, donc du RGPD, c'est de dire, OK, on va protéger nos internautes pour pas que les données personnelles qu'on laisse, que ce soit sur Internet ou ailleurs, soient abusées. C'est-à-dire qu'on se sert des données pour des usages qui n'étaient pas très conformes ou pour lesquels on n'avait pas donné un accord. Donc,
Le consentement, du coup, devient la base de tout, puisqu'il faut qu'on ait, je vous laisserai consulter les textes de loi de manière plus extensive, hein. Encore une fois, je ne suis pas un avocat, Dieu. Donc je vous laisserai donc regarder ça. Mais pour faire court, vous avez besoin d'avoir un consentement explicite, hein. On parlera après donc des différents attributs du consentement. C'est-à-dire que moi, en tant qu'internaute, je vais pouvoir donner un consentement clair sur oui, je veux que les données personnelles que vous pouvez récolter sur mon passage sur le site ou sur l'appli, ou même en signant un formulaire papier, soient respectées et traitées dans les règles de l'art, hein. Ça veut dire aussi que j'ai le droit aussi à un droit retrait, droit de modification, droit à la portabilité, le droit à l'oubli, hein. Dans toutes ces choses-là, donc c'est absolument crucial qu'on puisse le faire. Donc, comment ça se traduit? Vous avez tous vu apparaître donc, à partir de 2018, donc au printemps, là, quand tout le monde a paniqué pour mettre ça en place à temps pour le 25 mai, vous avez commencé à voir apparaître toutes ces boîtes de consentement sur ah, on a changé notre politique de vie privée. Oui, les cookies. Bon, si on n'est pas très, très technophile, les cookies, ça ne veut dire pas grand-chose à part les biscuits, même si donc, il y a un débat sur biscuits cuits deux fois, hein. Les bannières sont donc là, pas forcément pour vous embêter, mais parce qu'on est en train de voir ça comme un mal nécessaire au fait qu'on puisse conduire des activités de marketing digital comme on le faisait avant. Et encore, on va en parler, hein. Pour ceux qui ont suivi un peu le sujet, une infraction au RGPD, c'est une amende qui est assez salée, on en parlera après. Donc, c'est côté un peu épouvantail, on y reviendra aussi. Il ne faut pas non plus que ce soit le seul aspect du règlement, hein. Donc, si vous avez retenu que l'amende dans le règlement RGPD, c'est qu'il y a un souci. La base, c'est qu'on respecte la vie privée d'un internaute. Donc, ça veut dire aussi que ça n'est aussi qu'une première étape. Autant on a vu des règlements, enfin, des textes de loi comme e-privacy, donc qui est encore plus strict pour la vie privée. On a RGPD et on a encore après donc une autre couche donc, de e-privacy qui est sur le point d'arriver. Plus près de chez nous, il y a la CNIL qui va commencer en France à verrouiller essayer en tout cas de verrouiller la bonne mise en place par les sites annonceurs de tout ce qui est règles de collecte de consentement d'ici à fin mars. Donc voilà, mettez-vous vite en ordre de bataille pour 1er avril, ce ne sera pas une blague. Voilà, on va parler maintenant de ce consentement auquel le côté j'ai dit non, c'est bien ça. Il faut vraiment donc que le consentement il doit être libre. Ça veut dire que du coup, je peux choisir de ne pas cliquer la bannière. D'accord, je dois pouvoir dire non, ça ne m'intéresse pas votre truc, je veux accéder au site web. C'est aussi un consentement qui est explicite dans la mesure où il doit être clairement indiqué qu'on va faire telle ou telle chose avec vos données. Mais aussi, ça veut dire que moi, il faut qu'en tant qu'internaute, je puisse dire oui, j'accepte ou pas. Le côté circonstancié du consentement, c'est-à-dire que votre consentement n'est pas un consentement à la truelle. C'est-à-dire que vous cliquez sur accepter, le clic sur le bouton accepter, si on suit le RGPD à la lettre, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez avoir donc un type de consentement pour tous les cas d'usage d'utilisation de vos données. Donc là, quand on a une sorte de manière de consentement, comme vous voyez à l'écran, vous avez donc le message d'information sur OK, qu'est-ce qu'on fait avec vos données, la confidentialité, la vie privée, yaya. Et après, vous avez donc différentes catégories qu'on vous propose, donc ce qu'on appelle les cookies strictement nécessaires, les cookies de performance, les cookies de fonctionnalité, etc. Bon, vous pouvez choisir ou pas d'activer un suivi, ou en tout cas d'autoriser le suivi de vos informations personnelles dans tel ou tel cas d'usage. Maintenant, dans la pratique, ce n'est pas grand monde qui va choisir une seule catégorie et pas d'autres. Le seul cas de figure, c'est qu'on peut dire, par exemple, si vous ne cliquez pas les cookies strictement nécessaires, le site peut arrêter de fonctionner tel que on voudrait. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un site marchand avec un panier si vous n'avez pas de cookies, hein. Bon, c'est juste la base de la base. Donc, bien comprendre aussi, il y a ce côté éducation à faire auprès des internautes pour dire, attention, il faut quand même qu'il y ait un minimum de cookies pour faire ce genre de choses. Bon. Pour autant, tout ce qui est les cookies liés à Analytics, tout ce qui est lié à la publicité, tout ce qui est lié au reciblage, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, j'en passe à des meilleurs, donc devrait effectivement faire devrait faire l'objet d'un consentement chacun et individualisé.
pourquoi ces bannières et pourquoi, en général, vous les aimez pas? Parce que elles vous bloquent l'accès au contenu ou aux fonctionnalités du site. Et justement, c'est quelque chose qui devrait, donc d'après le RGPD, donc ne pas être intrusif. Vous devez collecter un consentement explicite, libre, circonstancié et non intrusif sur le site. Vous ne pouvez pas conditionner l'accès au site ou à ses fonctionnalités à une manière de consentement. C'est juste pas possible. C'est pas légal du tout. Après, vous pouvez très bien aussi rendre le site payant. Hein. Et donc, du coup, vous créez une relation donc plus intime avec leurs visiteurs. On en parlera après. Mais ce n'est pas du tout le même modèle. Voilà. On va parler après de suite. Qu'est-ce qu'on risque? Donc, j'ai parlé d'amende salée. Là, vous avez donc soit 20 millions d'euros, soit 4% du CA global, donc chiffre d'affaires global, et on prend toujours la valeur des deux qui est la plus élevée. D'accord? Bon, c'est par infraction. Donc, ça veut dire que si vous avez 4 amendes sur le coup, vous êtes un CAC 40, vous pouvez très vite avoir des amendes qui se chiffrent à 6 ou 7 chiffres. Donc, faites très, très gaffe parce que ça peut aller très, très vite. Donc, le côté épouvantail, c'est oui, le RGPD fait déjà des victimes. Hein, il y a des amendes qui sont des cas qui sont déjà en cours dans les tribunaux, qui sont plus ou moins publics pour des raisons d'image de marque, etc., et de contrôle de du damage control, comme on dit en anglais, donc éviter de faire trop de vagues. Mais voilà, il y a des sites qui vous permettent, donc, vous verrez le lien dans le PDF, qui vous permettent de lister donc, quels sont les procès en cours et où qui ont déjà eu lieu et qui ont donné lieu à des amendes. Donc ça, faut bien comprendre que c'est pas une blague et qu'on est vraiment en train de faire respecter ce genre d'amende. Voilà. Cela dit, si on est vraiment cynique, on se dit il faut vraiment que quelqu'un aille chercher la petite bête et aller voir sur chaque site est-ce qu'on traque de travers ou pas. Bon, le processus pour l'instant aussi pour porter plainte n'est pas non plus hyper facile, mais dans tous les cas de figure, vous avez un organisme en France qui est la CNIL qui peut du coup faire l'objet de vos demandes de plainte, quoi. Hein, d'accord. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la partie amende. On va quand même dépasser ce stade de l'épouvantail parce que c'est bien, ça fait un peu peur. Ça devrait stimuler les annonceurs, les agences, les marques à se bouger un petit peu. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que chez Maquillage, on voit ce côté mise en conformité, non pas comme quelque chose dont il faut avoir peur, mais comme une opportunité d'enrichir et de rendre plus intime la relation avec les clients ou les prospects, donc les internautes de manière générale. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va de moins en moins avoir d'informations qui passent par des cookies, pour différentes raisons techniques, juridiques, et puis c'est aussi là que va le marché. On va avoir de moins en moins de cookies, donc on a moins en moins d'informations sur les traces laissées par nos clients ou nos prospects tout le long de nos contacts avec eux. Donc, on a intérêt justement à se rapprocher d'eux par des canaux plus directs, justement pour construire une relation. Et c'est là qu'on va parler aussi du fait que là, concrètement, si un internaute ne clique pas accepter pour le tracking dans, par exemple, Google Analytics ou Internet ou autre chose, on va avoir une chute drastique du nombre de visites, de visiteurs, enfin d'utilisateurs, de sessions, etc., donc de temps passé, de chiffre d'affaires mesuré. Bon, ok. Rappelez-vous bien ça, une chose, c'est que votre outil Analytics est là pour vous donner une couche comportementale par rapport à ce qui se fait sur votre site. Ce n'est pas un outil qui est là pour remplacer votre plateforme e-commerce. Donc, à la fin de la journée, ce qui va apporter, c'est le CA qui est enregistré par votre Magento, votre PrestaShop, j'en passe et des meilleurs. Hein. Ou le nombre de leads que vous avez reçus dans votre compte MailChimp, par exemple. Donc ça, c'est quand on parle de perte de données, oui, moi j'ai des clients chez qui j'ai perdu 80% de mes données. Et il faut comprendre que oui, avec le temps, ça va pas forcément s'améliorer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que quand on a justement ces bannières de consentement, qu'elles ne soient pas non plus à la truelle et qu'elles ne donnent pas envie de rester sur le site, mais que justement on commence à expliquer aux internautes, OK, c'est pour justement construire une meilleure relation avec vous qu'on fait ça. Ce n'est pas juste pour me rendre conforme à un texte de loi. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Hein. Donc,
le but, c'est d'arriver à récolter de la donnée auprès des visiteurs qui ont consenti. Et à la limite, je préfère me concentrer sur eux, parce que c'est eux qui vont du coup avoir, enfin eux et elles, hein, ceux qui vont avoir la plus grande valeur pour moi, c'est ceux qui vont rester et qui vont contribuer, qui vont m'aider donc à valider une hypothèse ou à valider par exemple que mon noir de conversion est bien fichu, par exemple, hein. C'est le genre de choses qu'on va essayer de regarder. Le terme dont on va parler après, c'est donc l'échange de valeurs. C'est comment est-ce que moi, je vais, en tant que marque, je vais commencer à me rapprocher de mes visiteurs pour avoir cette relation plus intime. Comment est-ce que je vais, par exemple, en offrir plus si on m'en donne plus. On va en parler dans un instant. Donc, on parle aussi d'éthique. Donc, juste parce que pour paraphraser Einstein, quand je dis toujours, donc Einstein disait euh, quelque chose du genre, c'est pas parce qu'on peut mesurer quelque chose qu'on doit le faire, hein. C'est en anglais c'était non, en français c'était c'est parce que tout ce qui compte ne se compte pas et tout ce qui compte pas se compte. Bon. En gros, c'est ça. C'est parce que voilà, on a une philosophie maintenant qui est, on dit sur le digital, tout est mesurable, c'est génial, le stockage est pas cher, on devrait pouvoir mesurer tout n'importe quoi. C'est pas du tout la bonne approche. C'est déjà une question de moi en tant que marque, qu'est-ce que je vais faire avec l'information que j'aurai collectée. Alors, encore une fois, nous, chez MyCliab, on est plein de bons principes, mais celui que nous, on met tout le temps en application, c'est qu'on ne collecte pas d'informations s'il n'y a pas de dessin à moyen ou plus long terme d'activation de ces données-là. C'est-à-dire que si j'ai aucun intérêt à mesurer telle ou telle information, je n'ai absolument pas de mandat, je n'ai pas de raison valable ou légitime de mesurer cette donnée-là. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez le droit de récolter et d'exploiter une donnée? Et ça va plus loin que le consentement, parce que le consentement, c'est oui, je suis d'accord pour traquer, pour être traqué ou que mes données personnelles soient utilisées dans tel ou tel contexte, mais ça ne dit pas exactement ce qu'on capture. Ça ne me dit pas exactement si, par exemple, je capture le numéro de client, le numéro de carte bleue, le numéro de sécu. Ça ne me dit pas si je capture, enfin, je collecte le nom de la catégorie de produits que j'ai vu en dernier. Ça ne me dit pas, par exemple, comment calculer ma valeur en tant que client sur la durée et combien je peux rapporter à la marque sur la durée aussi. Donc, ces choses-là, donc, ce n'est pas non plus expressément indiqué, et ça devrait l'être, parce que dans l'échange de valeurs, on va être en mesure de dire, OK, on vous capture telle information sur vous. Ça veut dire que si vous avez un plan de marquage que vous faites pour un client, pour capturer telle ou telle chose sur le comportement sur le site, vous devriez aussi pouvoir dire, voilà, être transparent et dire, voilà, on capture telle information à votre sujet via un Google Analytics, par exemple, lors de votre visite. Les cookies qu'on stocke et pour lesquels vous avez consenti contiennent telle info. Donc, c'est bien d'être exhaustif, c'est bien de faire un inventaire, mais c'est aussi d'avoir une partie en français pour monsieur, madame Michu, pour qu'il ou elle comprenne à quoi servent les données que vous récoltez. Pas à leur insu, parce qu'ils ont cliqué sur accepter après tout, mais voilà, bien comprendre que eux puissent savoir à quoi ils s'engagent. On va faire un petit rappel sur les données, donc, comme on dit, donc first party, third party, et donc le petit nouveau qui est le zéro party. Alors, je n'ai pas de quoi faire un sondage ici, mais bon, je pense qu'il y en a peu quand même qui ont entendu parler des zéro party. Pour faire simple, les third party, c'est tout ce qu'on appelle les données tierces. C'est tout ce qui est des cookies de données qui sont gérés par différents sites. Donc, c'est par exemple ce qui permet de vous retrouver quand vous allez, par exemple, allez, on va parler de Facebook, quand vous avez un bouton like sur le site A, vous en avez un sur le site B, et que miraculeusement, Facebook sait que vous êtes allé sur les deux sites. Bon, bah, c'est un peu ça. Le Facebook utilise un cookie qui est récupéré par les deux sites, qui donne la main à Facebook sur OK, où est-ce que vous êtes allé. Donc ça, c'est des cookies tiers. Ce sont des cookies qui sont généralement gérés par des régies publicitaires, qui sont gérés par les systèmes donc, qui font du ciblage sur l'ensemble d'Internet. Et ça, c'est un type de données, un type de cookie qui va être amené de façon à disparaître puisqu'il est déjà plus ou moins allègrement bloqué par des navigateurs comme Safari, comme Firefox. Chrome de Google va supprimer ces cookies-là à horizon 2022. Voilà.
Alors, il reste quoi? Il reste les cookies first party. C'est quoi? C'est tout ce qui est de la donnée qui est collectée par le site ou l'appli dont vous servez, mais qui reste dessus, en fait, pour faire court, hein. C'est tout ce qui est de nature à faire de l'agrégat, faire des données donc, de base. Alors que ce qu'on appelle les données zéro partie, c'est la couche qui va encore au-dessus. C'est en supposant qu'on ait un consentement éclairé de nos visiteurs, c'est toutes les données qui vont en plus contribuer parce que il y avait des champs de formulaire à rentrer, par exemple. Mais aussi parce que vous avez su travailler en tant que marque, en tant qu'annonceur, ou en tant qu'agence, ce message qui est de dire, ce côté un peu donnant-donnant, tiens, donne-moi des informations et je te donnerai plus d'infos. Donc, plus vous avez ce genre d'échange de données, plus vous allez créer cet échange de valeur. Donc, plus vous allez vers du zéro parti, vers la donnée librement consentie et fournie sans rien penser, plus vous allez avoir donc une vraie relation client qui se base du coup sur la confiance. Et c'est ça en fait qu'on a envie de voir, c'est qu'on a une relation avec une marque ou avec un site qui fait qu'on comprend que ah ben oui, ils sont respectueux de nos principes, ils ne vont pas utiliser nos données pour autre chose que ce qu'on veut. Moi, en tant qu'internaute, je comprends que le site pourrait être amélioré si on se sert de mes données perso pour comprendre où est-ce que les gens cliquent, par exemple, ou ce qu'ils font, quel est le comportement exact. Bon. Pour me répéter un petit peu par rapport à il y a quelques minutes, plus le message est clair sur la façon sur le contenu, en tout cas l'explication qui est faite sur l'utilisation qui est faite des données, plus on a des clients qui ont confiance, plus ils restent fidèles, plus ils restent longtemps, plus ils vont acheter et peut-être forcément utiliser enfin, ils peuvent acheter des produits et des services qui sont, par exemple, peut-être plus chers que ce que vous aviez prévu, hein. Donc, ça gardez-le en tête parce que ça peut être justement une façon de mesurer l'efficacité de votre marketing, d'avoir du upselling, comme on dit, hein. Enfin, cross-selling, upselling, c'est une bonne méthode. Où est-ce que j'en étais? Julien, Alzheimer précoce. Cette collecte d'informations, donc first party, zero party, elle ne marche que si vous avez une mise en place de ce consentement. D'accord? Donc, ça peut être la bannière, mais pas que. Ça peut être aussi, comment dire, ne pensez pas que mettre une bannière suffit, parce que là, actuellement, en tant que consultant, j'interviens sur des clients dont les sites sont équipés de bannières, mais qui pour autant laissent passer tous les appels à des balises marketing sans faire aucun contrôle. Donc, je me retrouve à faire des audits. C'est très bien, hein, je suis content, hein, ça m'occupe, mais me retrouver à faire des audits pour dire à une marque, ben, écoutez, c'est bien, vous avez une bannière, mais dans la pratique, vous êtes complètement en violation de la RGPD parce que vous n'êtes pas, enfin, du RGPD, parce que vous avez donc vous capturez de l'information personnelle via des cookies et via d'autres systèmes que vous n'auriez pas, pour lesquels vous n'avez pas de consentement. Ou alors, même quand vous avez un consentement composite, vous avez par exemple, OK, oui pour le tracking analytics, oui pour le social, mais pas pour le retargeting. Il n'a pas de bol, si je vois une bannière publicitaire qui se déclenche, ça ne marche plus. Donc, pour ça, il faut passer par une mise en place technique. Donc, c'est la partie donc, un peu moins drôle, hein, qui va nous occuper pour le reste de ce webinaire. Donc, vous allez utiliser votre bannière. Donc là, pour les besoins de la démo, c'est une bannière OneTrust, hein, mais vous pouvez très bien mettre donc, des outils comme Cookiebot. Moi, j'aime aussi beaucoup Ubenda, enfin, les deux sont pas chers. OneTrust, donc, bon, on ne parle pas d'argent, mais voilà, c'est un peu plus. Voilà, OneTrust, c'est la version Enterprise, hein, c'est la grosse solution. TrustArc aussi. Mais il y en a d'autres, hein. Après, vous avez d'autres solutions. Il y a les Français, il y a Tarte au citron, il y a plein d'autres petites solutions. Il y a des petits frameworks pour GTM qui s'appellent Sentiano, par exemple, qui font un peu la même chose. Vous pouvez créer ce genre de consentement aussi vous-même, hein, si vous avez un développeur de talent. Voilà, bien rappelez-vous rappelez-vous bien plutôt qu'une bannière de consentement ne fait pas tout. La bannière de consentement devrait être en fait ce qu'on appelle donc un consent management platform, donc un système de recueillement du consentement, parce que vous devez aussi normalement pouvoir être en mesure de dire « Ah, tiens, l'internaute a donné un consentement et vous devez garder une trace de votre côté. »
D'accord? C'est un truc qui vous oppose au RGPD. Vous devez pouvoir montrer que non seulement les internautes ont consenti, mais que vous pouvez prouver que vous avez une trace du consentement. D'accord? De la même façon, ce sont des bannières qui, idéalement, devraient vous aider aussi à gérer ce qu'on appelle les requêtes de modification ou de suppression des données utilisateurs, hein. Parce que là actuellement, donc, j'en ai parlé au début, mais vous devez pouvoir autoriser la suppression des données utilisateurs. Vous devez pouvoir les porter ailleurs. C'est-à-dire que si on vous dit, ah ben, je voudrais pouvoir les transporter sur un autre site ou sur un autre système de tracking, bah, vous devez pouvoir le faire. De la même façon qu'il y a aussi le côté, le droit à l'oubli, enfin, il y a la modification, voilà, vous pouvez aussi changer d'avis. C'est parce que vous avez cliqué sur accepter il y a 6 mois que vous ne pouvez pas changer d'avis maintenant. Au contraire, hein, vous devez pouvoir avoir une fonction de rappel de la bannière pour pouvoir changer d'avis. De la même façon, le consentement, il est donné par navigateur, donc par device, hein, donc par appareil, parce que pour les questions de cookies, hein, donc c'est un peu le problème, c'est qu'on a un cookie pour mesurer le fait qu'on mesure des cookies, mais c'est un autre débat. Mais si par exemple je surfe sur Firefox et je donne mon consentement, il faut que je le redonne une autre fois sur Chrome. Et ce n'est pas parce que j'ai un système de type login ou création de compte utilisateur que je vais forcément autoriser la même chose juste parce que je suis connecté à mon compte. Donc, c'est subtil, mais il faut donc bien le prendre en compte parce que voilà, ça risque de venir de se rappeler votre bon consentement. On va parler un peu plus technique. Donc, concrètement, comment ça se passe? Vous avez donc généralement donc un tracking qui est mis en place sur votre site. Donc, ça peut être du tag analytics, ça peut être de la balise de pub, ça peut être du pixel Facebook, j'en passe à des meilleurs. Si on se base par exemple sur l'exemple typique, hein, Google Tag Manager plus Google Analytics, hein, donc si vous le plaît, donc on évitera les garde-clochers, ça marche avec n'importe quel autre outil. C'est bien comprendre que, comme les bannières de pub dont je parlais, donc les CMP, donc que ce soit voilà, Ubenda, OneTrust, j'en passe et des meilleurs, ils ont quasiment tous une fonction d'intégration maintenant avec les différents tags et autres balises marketing que vous avez dans votre palette de marketeurs. Ça veut dire que quand j'ai par exemple un OneTrust où j'ai un bouton, le bouton qui est juste avant, si je clique tout autoriser, je vais envoyer un message par exemple à mon tag manager, donc mon tag commandeur, mon GTM, pour dire attention, j'ai un consentement de type généraliste. Donc toutes les catégories sont autorisées. Mais je peux aussi avoir un consentement qui est plus on va dire, limité. Si je clique uniquement sur Cookie Performance, j'ai uniquement les tags analytics qui devraient se déclencher. Donc ça veut dire que vous avez une instruction qui se met automatiquement depuis le CMP, mais pas toujours. Donc, vous devez, par exemple, passer par ce genre de choses. Attention, c'est du code, ça pique les yeux, mais pour faire simple, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vous pouvez attacher à votre consentement une instruction qui va vous dire, attention, j'ai un consentement qui a été donné, et voici les catégories donc, pour lesquelles ça marche. Donc, je peux faire des combos de 1 ou de 0, etc. On en parlera après, il y a aussi un outil de consentement fourni par Google, hein, que vous pouvez donc intégrer à votre Google Tag, donc le GTag, hein, et bientôt à GTM. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser. Parce qu'une fois que j'ai donné ce consentement, j'ai plusieurs catégories, je peux aussi me servir de ce consentement circonstancié pour créer des règles de déclenchement de mes différentes balises en fonction de ces règles-là. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, si je suis dans mon GTM, Google Tag Manager, je peux très bien créer en fait trois éléments qui me servent à, bon, un peu plus, hein, suivant les règles que vous avez. Le premier va me dire, je vais récupérer dans mon data layer une règle qui me dit, j'ai eu un consentement pour Analytics, qui est oui ou non. Donc, en l'occurrence, par défaut, il sera toujours un non pour être bien propre, hein, pour éviter de capturer tout et n'importe quoi. Ensuite, je vais créer donc une règle qui, elle, va être basée sur le fait que ma variable ici contient oui ou non. En l'occurrence, ne contient pas oui. C'est un peu alambiqué, mais ça marche aussi comme ça. Et après, derrière, en fonction de cette règle-là, je peux déclencher un tag Analytics, donc par exemple un Google Analytics 4, qui va se déclencher sur tel ID de flux de données, sur base de la page est vue, mais pas si je n'ai pas de consentement. À l'inverse, vous pouvez donc créer la règle négative. Le négatif de ça, c'est ne déclenche la balise que si vous avez une page vue et que le consentement a été donné.
Si le partage d'écran marche bien, on devrait même pouvoir faire ça. Je vais par exemple très rapidement passer dans un Google Tag Manager et vous allez voir que ici, je peux très bien créer donc un tag que j'ai créé pour l'occasion qui va se déclencher, non pas sur toutes les pages vues, mais qui va se déclencher sur, par exemple, je vais l'appeler, du coup, j'ai le webinaire qui me gêne un peu. Hop là, hop là. On va créer une règle qui s'appelle déclenchement avec consentement analytics. Consentement. Voilà. Ce n'est pas ma journée. Voilà, analytics. Et donc là, on va choisir une page vue et on va dire seulement certaines pages vues. Donc, vous ferez grâce à l'interface en anglais, hein, mais voilà. Et je vais dire, par exemple, ma variable de consentement, donc c'est VDL, variable data layer, contient oui. Voilà. Là, je publie, je sauvegarde et hop. Donc, ma balise Google va partir dès que j'ai ce genre de conditions qui sont remplies. Voilà. Hop, on y retourne. Donc, voilà pour le côté donc, intégration avec GTM. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, facile. Maintenant, vos bannières, elles peuvent être aussi configurables. Ça veut dire que si vous voulez, vous de l'autre côté, rester un petit peu au taquet par rapport au type de message que vous passez par rapport au consentement et par rapport à l'explicitité, on va dire, de votre message. Donc, est-ce qu'elle est bien perçue? Est-ce que ça rend votre message plus porteur? Et bien, vous pouvez faire du test AB. Et le test AB, vous pouvez donc générer votre bannière de manière différente. Hein. Donc là, pour le coup, vous pouvez faire du complètement aléatoire. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, tiens, pendant la première partie du mois, je vais servir la bannière de gauche, pendant le milieu du mois, la bannière du milieu, et en fin de mois, la bannière de droite. Et ben, par exemple, la version 5, là, dans le test qu'on a fait, donc vous ferez grâce du truc, hein, c'est anonymisé pour les besoins d'un client. Mais voilà, on a refait une V5 avec donc 2 boutons, un lien pour accéder à la gestion des cookies. Et ben, mine de rien, on a eu donc presque plus 100% d'amélioration donc du consentement. Et donc après, mécaniquement, on a accès à plus de données sur le comportement utilisateur. Hein. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez facilement mettre en place. Hein. Vous pouvez faire l'équivalent avec Optimize si vous avez donc si vous utilisez, on va dire, une version, on va dire, light. Hein. Mais de manière générale, comme Optimize techniquement a besoin d'un cookie, vous êtes parfois mieux loti à utiliser votre propre système de distribution des différentes versions. Voilà. Une fois que vous avez ce genre de techno, vous pouvez aussi donc vous amuser à mesurer comment est-ce que le consentement est donné. Parce que votre consentement, il peut du coup varier avec le temps. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez, vous, par exemple, mettre en corrélation le nombre de consentements que vous avez vus par rapport à votre trafic. Bon, si vous avez beau avoir ici une grosse campagne qui se déclenche le 5 mars, mais vous avez aussi donc un delta entre le oui et le non. Donc, vous regardez du coup l'évolution du oui et du non. Là, clairement, ce que je vois, c'est que là, ça montre ça en termes de trafic brut, mais en termes de pourcentage, je me rends compte que le 5 mars, j'ai quasiment aucun changement. Donc, on se rend compte qu'aussi, on peut se rendre compte du coup de l'état, ou en tout cas de l'impact de votre consentement sur votre performance. Voilà. Donc ça, ce que je vous montre à l'écran, c'est un petit bout de tracking qui est fait avec Google Tag Manager qui va capturer de manière anonyme les clics qui sont faits sur les boutons de la bannière de consentement. Donc, s'il y a oui, non ou différents types. Là, c'est la version light que vous voyez, donc il n'y a que oui ou non, mais on peut très bien capturer tous les types de consentement et ça envoie donc grâce au cloud Google, donc une fonction cloud, ça envoie donc dans Google BigQuery votre consentement. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un Data Studio qui a été alimenté par la donnée de BigQuery. Donc, c'est très, très pratique. Déjà, ça a l'avantage d'être du BigQuery, donc c'est très, très réactif, limite temps réel. Donc, voilà, profitez-en, ça ne coûte pas cher en termes de cloud et de mise on va dire de restitution, comme ça, donc en rapport. Voilà. Donc, c'était un petit peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, peut-être pour conclure, le petit mot de la fin. Voilà, commencez toujours par consentement parce que c'est la base de tout. Hein. C'est pas parce que encore une fois, c'est pas parce que vous pouvez capturer l'information que vous devez le faire.
Ne pas vous sentir bloqué ou contraint par une législation, hein, donc le règlement général de la protection des données, donc le RGPD, il n'est pas là si, il n'est pas là pour nous embêter, nous, en tant que professionnels de marketing digital, il est là pour protéger nos internautes. Donc, il faut vraiment donc, se conformer, mais aussi voir ça comme voilà, l'opportunité de se positionner par rapport à la valeur qu'on apporte à la vie privée. Et plus on va donc du coup indiquer aux gens qui peuvent se connecter à notre marque ou à nos services en étant par exemple connectés, en ayant son propre compte, on va avoir du coup une relation qui est beaucoup plus intime. Donc, non pas, j'ai pas dit en spam, hein, j'ai dit dans la plus intime parce que voilà, on a les données donc first party, zero party qui nous permettent donc de mieux comprendre qui sont nos internautes, de mieux après en utilisant par exemple du machine learning, de mieux créer des catégories de contenu ou de créer des profils d'utilisateurs anonymes auxquels on va pouvoir donc du coup mieux promouvoir des produits ou des services. Donc, c'est vraiment à ça qu'on va faire. Donc, voilà, inciter à la connexion au site donc, ou à une appli avec un compte et bien mettre l'accent auprès de vos clients, de vos prospects, que plus ils continuent à fournir de l'information sur eux-mêmes, plus ils vont donc du coup y gagner quelque chose, hein. Donc, pensez-y un petit peu comme une sorte de gamification de la donnée. C'est voilà, ah bah tiens, tu me donnes ton numéro de carte bleue, tiens, je t'offre 10% sur ta prochaine commande. Tu me proposes, je ne sais pas moi, tes préférences en termes de films, et ben, je te fais 25% sur l'abonnement Netflix. Je dis ça à haute voix sans réfléchir, hein, mais c'est des exemples que vous pouvez dériver, détourner pour trouver des idées voilà, d'incitation à l'internaute de fournir de l'information plus riche à leur égard. Voilà, c'est le bout de cette présentation. Il nous reste un petit moment pour des questions-réponses, mais d'avance, un grand merci d'avoir pris un peu de temps pour venir m'écouter. C'est l'occasion aussi de vous rappeler que voilà, donc Mighty Eye est une agence qui est certifiée sur les différents produits de site Google, mais aussi d'autres partenaires, et qu'on est là donc, du coup, pour vous aider, vous accompagner à mettre en place tous vos projets de transformation digitale et donc tout ce qui va avec. Je vais essayer d'ouvrir la console Zoom donc pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas donc à lever la main et dans le chat éventuellement à poser des questions. C'est à vous. Pas tous à la fois. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire sur l'attribution? Alors, ce n'est pas complètement le sujet d'aujourd'hui, mais donc l'attribution, ben, elle se fait donc sur différents points de contact et le fait qu'on n'ait plus forcément, avec des cookies tiers qui disparaissent, on n'ait pas forcément toujours de traces du coup du chemin complet, ça peut effectivement poser problème. Donc, il y a des solutions qui se mettent en place, donc ne soyez pas vraiment perdus. Voilà, bien comprendre que c'est parce que justement on a de moins en moins de facilité à voir ce qui se passe à l'extérieur du site qu'on a intérêt justement à créer cette intimité, à créer ce rapprochement avec les visiteurs. Voilà. Quelqu'un d'autre peut-être? Non. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous remercier tous d'avoir passé un petit peu de temps en ma compagnie. Merci de la part de Mighty Hive. Et donc, si vous avez donc des questions, d'autres questions, n'hésitez pas donc à nous les faire parvenir par retour de mail, hein. Donc, si vous avez, donc, vous pouvez communiquer avec nous sur le site web ou via l'invitation qui vous a été envoyée. Et donc, pour ceux qui ont été donc enregistrés au séminaire, ben, du coup, on vous enverra une copie en PDF des slides que vous avez vus aujourd'hui. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et donc à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Ah, attends, j'ai une dernière. Ah oui, c'est bon. C'est Aïcha qui dit merci. Merci Aïcha, merci à tous. Très bonne journée.